Lieu, Paris, Tour de la Victoire, anciennement appelée Tour Eiffel, 3e plateforme. Temps, 14 novembre 1890, 17h43. Paris n'était plus la cité des Lumières, elle était devenue la capitale de la suie, de la vapeur et d'une machine industrielle insatiable. Depuis la conquête de l'Angleterre par Napoléon et l'édification de la « Grande Mécanique », la ville s'était transformée en un amas de fer. Le ciel, d'un gris si dense qu'il aurait fait pâlir les anciens brouillards londoniens, s'étendait comme une plaque de plomb. Le soleil n'était plus qu'une tache maladive, filtrée à travers les fumées épaisses des cheminées d'usine. L'ingénieur en chef Gaspard se tenait sur la plateforme balayée par le vent, à 300 mètres de hauteur. Ce n'était pas un lieu touristique, mais un poste militaire chargé de surveiller l'espace aérien de l'Empire et les gigantesques engrenages en contrebas. Il releva le col de sa veste. Le tissu portait cette odeur âcre de soufre et de charbon brûlé, familière, presque rassurante. C'était, disait-on, l'odeur de la victoire. L'esprit de Gaspard ressemblait à l'Empire lui-même, cartésien, ordonné, dépourvu d'émotion. Dans son univers réglé comme une équation, chaque chose avait sa place, sa fonction, sa valeur productive. En bas, le champ de Mars n'était plus un parc verdoyant, mais une salle des machines à ciel ouvert, où pistons et rouages géants fournissaient chaleur et électricité à la ville. Le cri aigu du métal frottant contre le métal était devenu la nouvelle berceuse de Paris. Il sortit de sa poche un chronomètre gainé de laiton. 17h44, il fallait vérifier les vannes de pression pour le changement de quart. Routine. Tout n'était que routine. Son regard glissa malgré lui vers la Seine. Le fleuve n'était plus ce ruban bleu où flânaient les amoureux. Il s'était épaissi, noirci, saturé de déchets industriels, semblable à un flot de pétrole visqueux. Ce n'était plus l'artère de la ville, mais son égout. Et soudain, une fissure apparut dans l'univers rationnel de Gaspard. Sur l'eau noire et huileuse, une tache blanche résistait au courant. Il plissa les yeux. Une illusion d'optique, sans doute, née des fumées. Peut-être une fuite de vapeur. Ses mains tremblantes portèrent les jumelles à ses yeux. Il ajusta la lentille. Son souffle se coupa. Blanc. Pur, immaculé, impossible. Un long coup gracieux. Sur l'eau noire, glissait un signe, comme venu d'un autre temps, d'une autre dimension. Vivant. Gaspard abaissa les jumelles. Sa raison refusait ce qu'il voyait. L'Académie impériale avait déclaré, 10 ans plus tôt, que toutes les formes de vie biologique improductives, oiseaux, chats errants, arbres, avaient été éliminées et stérilisées pour ne pas entraver la production. La nature était improductive. La nature était désordonnée. Et ce signe était un éclat de rire lancé au visage de la doctrine du « contrôle total ». Le calcul ne tient pas, murmura Gaspard. Sa voix se perdit dans le vent. Si ce signe existait, les rapports étaient faux. Si les rapports étaient faux, les équations étaient fausses. Et si les équations étaient fausses, ce monument métallique, cette tour de la victoire, reposait sur un mensonge. Les engrenages de son esprit se bloquèrent, comme un moteur privé d'huile. Des larmes coulèrent de ses yeux, non par émotion, mais par effondrement logique. Comme une machine incapable de traiter une donnée impossible. Il regarda de nouveau en bas. Le signe était toujours là. Une anomalie déchirant la monotonie grise de l'existence. Gaspard escalada la rambarde. Il n'avait pas peur du vide, seulement le désir profond de corriger une erreur. Il était désormais une pièce défectueuse de l'équation. Car il avait vu l'impossible. Le calcul ne tient pas, cria-t-il, sa voix se mêlant au hurlement des sifflets de vapeur. Il se laissa tomber. Son corps, dans la chute de 300 mètres, se balança comme une poupée de chiffon. Il traversa l'air enfumé de Paris et s'écrasa vers la gueule béante de la turbine principale du champ de Mars. Quand chair et os rencontrèrent l'acier et la vapeur, aucun bruit ignoble ne se distingua, le vacarme des machines engloutissait tout. Mais lorsque son corps se coinça dans l'engrenage central, la gigantesque mécanique chancela un instant. Le métal grinça, des gerbes d'étincelles jaillirent comme une cascade. Et dans le 7e arrondissement de Paris, les lampadaires s'éteignirent en tremblant. La nuit industrielle infinie se mêla, l'espace d'un instant, à la véritable obscurité.
Chapitre 2, l'orgueil intellectuel. Lieu, Tour de la Victoire, base, salle des turbines numéro 4. Temps, même jour, 18h15. Le chef inspecteur Henri de Valois descendit de sa Peugeot noire à vapeur. La pluie qui martelait les pavés du quai Branly exhalait une odeur acide. Il n'ouvrit pas son parapluie. Les gouttes qui glissaient du bord de son chapeau parcouraient son visage rasé et livide comme des fissures sur un marbre. Henri ne haïssait pas la pluie purifiait la ville. Ce qu'il haïssait, c'était le désordre. Et ce qu'il avait devant lui était un désordre colossal. Lorsqu'il pénétra dans la salle des turbines numéro 4, au pied de la tour de la Victoire, ce fut le silence qui l'accueillit. Ici, le cœur de l'Empire devait battre à coups de piston, de soupirs de vapeur, de grondements métalliques. Mais à présent, les gigantesques rouages demeuraient immobiles, tel le cœur arrêté d'un monstre. Rapport, dit Henri. Sa voix était aussi dénuée d'émotion que le grincement d'une charnière rouillée. Son regard se fixa sur la masse informe de chair et de tissu coincés entre les engrenages. C'était autrefois Gaspard. À présent, ce n'était plus qu'un déchet, un obstacle à la production. Le chef d'équipe s'avança, son béret gris se froissait dans ses mains. Son visage était noir de charbon, mais ses yeux brillaient de peur. Monsieur l'inspecteur. Il s'est jeté. Du haut, de la 3e plateforme, balbutia-t-il. En plein centre des engrenages. Nous avons dû arrêter la machine. Le nettoyage prendra des heures. Henri sortit un carnet plaqué argent. Du bout de son crayon, il désigna le cadavre. Pourquoi, demanda-t-il. Ce n'était pas une question pour comprendre une douleur humaine, mais pour identifier une variable manquante dans une équation. Le chef déglutit. Il criait des choses. Comme fou. Quelle chose? Il disait qu'il avait vu un oiseau. Un cygne. Henri s'arrêta. Il cessa d'écrire. Lentement, il leva la tête vers l'homme, le regardant comme on observe une bactérie sous un microscope. Un sourire imperceptible, chargé de mépris, se dessina sur ses lèvres. C'était l'orgueil intellectuel d'un esprit cartésien face à la superstition. Un cygne, répéta Henri. Le mot laissait dans sa bouche un goût amer. Monsieur, avez-vous lu le rapport de l'Académie impériale de 1884 sur l'hygiène urbaine et la purification biologique? Bien sûr que non. Ce rapport stipule clairement que le taux d'acide sulfurique dans la Seine excède de 300% la tolérance de tout vertébré, et surtout d'un oiseau aquatique fragile. Biologiquement impossible. Mais, monsieur l'inspecteur. Gaspard était brillant. Il jurait l'avoir vu. Henri frappa du poing ganté sur la rambarde métallique. Le fracas résonna dans la salle vide. Gaspard était brillant, oui. Mais l'esprit est comme la pression de vapeur. S'il n'est pas contrôlé, il explose. Ce qu'il a vu. Henri désigna du geste le fleuve sombre et enfumé. N'était qu'une hallucination née des gaz phosphorescents des déchets industriels. Une illusion optique. Une fata morgana. Il s'approcha du corps. Un compas jaillissait de la poche déchirée de sa blouse de laboratoire, brillant dans le mélange de sang et de graisse. Henri le repoussa du bout de sa chaussure. À Paris, il n'y a pas de nature, déclara-t-il, avec la rigueur d'un article de loi. Il n'y a que l'ingénierie. Et Gaspard a trahi l'ingénierie. Il affaiblit. Il griffonna rapidement dans son carnet. Dossier numéro 789B, sujet, ingénieur en chef Gaspard. Cause du décès, hystérie aiguë due à la fatigue industrielle, suivie de suicide. Note complémentaire, perte de production de 45 minutes. Inacceptable. Je clos le dossier, dit Henri en se retournant. Envoyez le corps au four crématoire. Et si cette machine ne fonctionne pas dans 10 minutes, le prochain corps à broyer sera le vôtre. Le chef d'équipe acquiesça, terrifié. Henri ressortit dans la nuit pluvieuse, au sein du Paris métallique et gris. Un cygne. Quelle absurdité! Même Voltaire n'aurait pas inventé une fable aussi grotesque. Le monde était rationnel. Le monde était métal. Et le métal ne rêvait pas. Mais en montant dans sa voiture, Henri s'interrompit un instant. Dans l'air saturé d'huile, de charbon et de sang, il perçut une odeur ténue, presque inexistante,
celle des algues pourries et de l'eau du fleuve. Ils doivent changer les filtres, murmura-t-il en claquant la portière. Dans son univers rationnel, il n'y avait pas de place pour les odeurs inexplicables. Chapitre 3 Lieu, Tour de la Victoire, base, couloir de maintenance des turbines. Temps, même nuit, 18h35. Henri poussa la lourde porte de fer de la salle des turbines, prêt à sortir. Le bruit de la pluie au dehors se mêlait au craquement métallique du refroidissement intérieur. Au moment où il allait franchir le seuil, une silhouette frêle se détacha des ombres formées par les conduites de vapeur. C'était l'un de ces enfants qu'on appelait Lara, des orphelins aux poumons saturés de poussière de charbon, qui se glissaient dans les conduits les plus étroits des usines impériales pour graisser les engrenages. Le visage du garçon était masqué par l'huile et la suie, seuls ses yeux, deux billes blanches effrayées, brillaient dans l'obscurité. Henri s'arrêta. D'ordinaire, il n'aurait jamais adressé la parole à une créature de cette classe, ni même remarqué son existence. Mais l'enfant lui barrait la route. « Monsieur l'inspecteur, dit-il d'une voix rauque, usée par des années de soufre respiré. J'ai récupéré ça dans la grille où l'homme s'est coincé. Avant que la machine ne l'engloutisse. » Le garçon tendit sa main tremblante, noircie et calleuse. Henri se pencha, prenant soin de ne pas le toucher. Dans la paume sale, au milieu de cette peau abîmée, reposait un objet qui ne ressemblait à rien de connu. Une plume. Blanche comme la neige. Longue, courbe, élégante. Pas une seule goutte d'huile n'avait osé la souiller, comme si cet environnement souillé n'avait pas eu le droit de profaner sa pureté. La logique d'Henri s'activa aussitôt, une plume de mouette, peut-être. Ou un fragment de papier porté par le vent. Mais ses yeux le contredisaient. La texture, la manière dont elle reflétait la lumière, sa symétrie. Ce n'était pas une fabrication industrielle. Henri, malgré lui, ôta son gant. Du bout des doigts, il prit la plume. Alors, son esprit fut foudroyé. Il n'y avait ni dureté, ni froideur, ni rugosité métallique. La plume déposait sur ses doigts une douceur incroyable. Presque une chaleur, une vitalité. Dans le monde d'Henri, fait de poutres d'acier, de canons glacés, de pavés durs, une telle douceur n'avait pas de place. Elle était une insulte à la réalité industrielle de Paris. Il la porta à son nez. De la plume s'exhalait une odeur légère, presque oubliée, celle de la terre humide et des algues du fleuve. L'odeur dont Gaspard avait parlé avant de se jeter. Impossible, murmura Henri. Ce n'était pas un objet, mais une preuve. Une preuve d'une forme de vie que les rapports officiels, les manuels de biologie et les lois de l'Empire déclaraient inexistante. L'enfant avait perçu le changement sur son visage. Il recula d'un pas, c'était vrai, monsieur, souffla-t-il. Je l'ai vu quand l'ingénieur est tombé. En bas, il nageait. Comme un fantôme blanc. Henri glissa la plume dans la poche intérieure de sa veste, contre son cœur. Même à travers le tissu, cette douceur semblait brûler sa peau. Tu ne l'as montré à personne, n'est-ce pas ? Demanda Henri, d'une voix qui n'était pas menaçante, mais complice. Le garçon secoua la tête et disparut dans l'ombre, comme une volute de vapeur. Henri ouvrit la porte et sortit sous la pluie de Paris. Les gouttes fouettaient son visage, mais dans sa poche, la plume pesait plus lourd que son revolver. Gaspard avait-il eu raison ? Où se trouvait l'erreur de calcul ? Si un signe, pur, blanc, vivant, pouvait survivre dans cet enfer, alors le « parfait ordre » auquel Henri croyait n'était qu'un mensonge. En montant dans sa voiture, il dit à son chauffeur « Nous n'allons pas au centre. Descends vers le fleuve. Les anciens quais. Les entrées des égouts. » Le chauffeur le regarda, stupéfait, dans le rétroviseur. « Monsieur, c'est la zone d'ombre. Interdit d'accès. » « Conduis, » ordonna Henri, les yeux fixés sur le flot noir de la Seine. « Nous devons chasser un fantôme. » Chapitre 4 – Les ombres de l'histoire. Lieu, système d'égout de Paris, faits oubliés. Temps, même nuit, 20h45. Lorsqu'Henri de Valois souleva la lourde plaque de fonte sous la place de la Concorde pour descendre dans les entrailles de Paris, ce fut l'odeur qui l'accueillit en premier. Ce n'était pas le parfum stérile et métallique du soufre industriel d'en haut. C'était celui des déchets organiques en décomposition,
de la sueur des pierres millénaires et du sang jamais séché de l'histoire française. Les égouts que Victor Hugo avait jadis appelés « la conscience de la ville » étaient devenus le cimetière gigantesque où l'Empire enfouissait ses hontes. La lumière vacillante d'une lampe à gaz projetait des ombres mouvantes sur les parois humides du collecteur géant. Henri avançait sans se soucier de ses souliers vernis s'enfonçant dans la boue et les liquides inconnus. Là-haut régnait l'ordre impérial, ici, le chaos et la putréfaction. C'était la zone d'ombre. La cité souterraine où s'étaient réfugiés les survivants de la grande purge napoléonienne, marginaux, invalides de guerre, intellectuels proscrits. Sur les murs, les slogans effacés par la police impériale réapparaissaient sous l'effet de l'humidité, liberté, égalité, fraternité. Ces mots résonnaient désormais comme des blasphèmes d'une langue archaïque. Henri longea le bras souterrain de la Bièvre. Dans l'obscurité, des bruissements se faisaient entendre. Des rats. Mais pas seulement des animaux, des hommes-rats aussi. Ses yeux s'habituant à la pénombre, il distingua des silhouettes tapies dans les niches du tunnel. Des visages noircis par la suie le fixaient avec haine et crainte. Pour eux, Henri n'était qu'un rouage de la machine, d'en haut, un intrus. La plume dans sa poche pesait étrangement sur sa poitrine. Cette tache blanche était comme une boussole dans ce monde obscur. Sa raison lui criait de rebrousser chemin, c'est une folie, disait son esprit cartésien. Marcher dans les égouts pour une plume n'est pas digne d'un inspecteur en chef. Mais Henri ne pouvait s'arrêter. Le vide en lui vibrait au rythme de cette douceur. Le tunnel s'élargit et déboucha sur un quai oublié, sous la Seine. Une version moderne et industrielle de la cour des miracles. Des mendiants se réchauffaient autour de chaudières rouillées, des anciens académiciens échangeaient des livres interdits, des ouvriers, défectueux, rejetés des usines impériales survivaient dans la pénombre. Henri aperçut, dans un coin du quai, un vieil homme derrière un étal bancal couvert de livres et de cartes anciennes. Son visage était une carte de Paris, sillonnée de rides, et ses yeux portaient l'entêtement d'un autre siècle, celui de Robespierre. C'était Jean-Luc, ancien professeur d'histoire à la Sorbonne, surnommé « le philosophe » dans les registres de police. Henri le connaissait, il l'avait déjà interrogé pour « diffusion de pensées subversives ». « Inspecteur », dit Jean-Luc sans lever la tête. Sa voix ressemblait au froissement d'un parchemin ancien. « L'air d'en haut ne vous suffit plus, que vous veniez respirer notre crasse ?» Henri sortit la plume de sa poche. À la lumière de la lampe, elle brillait d'une pureté impossible dans ce monde gris et noir. Les murmures s'éteignirent. Les regards se fixèrent sur elle. « Je l'ai trouvé, » dit Henri, tentant de garder son ton autoritaire. « Sur le corps de Gaspard. » Jean-Luc posa ses mains tremblantes sur la table. L'ironie dans ses yeux s'effaça, remplacée par une profonde tristesse. « Cherchez-vous une plume d'ange, inspecteur ?» murmura-t-il. « Ou enquêtez-vous sur la chute d'Icare ?»« C'est une plume de cygne, » répliqua Henri sèchement. « Et il n'y a pas de cygne à Paris. Je veux savoir d'où elle vient. Gaspard descendait-il ici ?» Jean-Luc éclata d'un rire amer. « Gaspard, pauvre enfant. Il ne regardait que vers le haut, mais la vérité, il l'a trouvée en bas. Comme vous tous. » Le vieil homme désigna un carnet de cuir gonflé par l'humidité sous son étal, sans le toucher. Oui, il venait. Pas pour nous parler. Pour se souvenir. Henri remit la plume dans sa poche et s'approcha. Se souvenir de quoi? De ce que vous avez voulu effacer, dit Jean-Luc en plongeant son regard dans celui d'Henri. De la couleur, de l'odeur, du toucher que vous avez déclaré la guerre. Cette plume n'est pas une erreur, inspecteur. C'est une preuve. Non pas d'un crime, mais de l'existence. Henri en avait assez des énigmes. Il tendit la main vers le carnet. Mais soudain, des bruits métalliques résonnèrent dans le tunnel, le martèlement des pistons, le claquement des bottes lourdes. Les gardes, dit Jean-Luc, las plutôt qu'effrayés. Les gendarmes mécaniques. Ils patrouillent. S'ils trouvent cette plume, même votre titre ne vous sauvera pas. Vous portez du contrebande organique. Henri hésita. Les lois du monde d'en haut le poursuivaient ici aussi. Mais cette fois, il n'était plus l'exécuteur de la loi, il en devenait le suspect. Jean-Luc lui plaqua le carnet contre la poitrine. « Prenez-le, dit-il.
et partez. Si vous voulez percer le secret de cette plume, il vous faudra ouvrir non seulement vos yeux, mais aussi votre âme. Car ce n'est pas un fragment d'animal. C'est le dernier souffle d'un monde mourant. Henri cacha le carnet sous son manteau. Sans se retourner, tandis que les pas métalliques des gendarmes mécaniques se rapprochaient, il s'enfonça dans un tunnel plus sombre encore. Il n'était plus seulement un enquêteur, mais un fugitif. Et dans sa poche, la plume battait contre son cœur comme si elle était vivante. Chapitre 5 lieu. Appartement d'Henri, rue des Saints-Pères, 6e arrondissement. Temps, même nuit, 23h15. Lorsqu'Henri verrouilla la lourde porte de chêne de son appartement, le grondement mécanique du monde extérieur se transforma en un murmure étouffé. L'endroit était aménagé selon l'esthétique rationnelle de l'Empire, dépouillé de tout ornement superflu, fonctionnel, décliné en gris et en bleu glacé, une cellule de célibataire. Au mur, une immense horloge à engrenage, symbole de la victoire impériale, battait son rythme sec non pas comme un cœur, mais comme le compte à rebours d'une bombe. Sans ôter son manteau, Henri s'assit à son bureau. Le carnet relié de cuir que Jean-Luc lui avait remis reposait sur la surface polie, tel un organe impur déposé dans une salle d'opération stérile. L'odeur de moisissure et de vieux papier s'opposait à l'air filtré et artificiel qu'il respirait. Ses doigts tremblants soulevèrent la couverture. En tant qu'inspecteur, il s'attendait à y trouver des messages codés, des plans militaires ou des complots politiques. Gaspard était ingénieur, les pages auraient dû être remplies de formules et de calculs statiques. Mais dès la première page, son souffle se bloqua. Ce n'était pas un registre. C'était une arme du crime. Les pages étaient couvertes de dessins au fusain, représentant des formes que les lois impériales déclaraient improductives. La première montrait un arbre véritable, non métallique. Ses branches ne s'alignaient pas comme des pistons, mais s'entremêlaient de façon chaotique et sauvage. Henri passa ses doigts sur le papier, la poudre noire du fusain se colla à sa peau. À mesure qu'il tournait les pages, la folie de Gaspard s'approfondissait, une fleur, un lys peut-être, un insecte déployant ses ailes, et le cygne. À la page 42, un dessin reproduisait exactement la plume qu'Henri portait dans sa poche. Le cou gracieux se courbait, et sous l'esquisse, Gaspard avait écrit d'une main tremblante, « La nature n'est pas une machine. Elle est un rêve. Et nous sommes sur le point de nous réveiller. » Henri sentit le poids de cette phrase l'écraser. Il ne la lisait pas seulement avec son esprit, mais avec son corps. Son estomac se contracta. Un fragment de feuille séchée glissa d'entre les pages et tomba sur la table. Brune, nervurée, fragile. Henri la prit entre ses doigts. Elle se désagrégerait au moindre geste. Face à l'acier de l'Empire, cette feuille semblait dérisoire. Mais elle possédait ce que le métal n'aurait jamais, le passé. À la dernière page, les dessins s'interrompaient. Une seule phrase y figurait, comme un mantra, « La mémoire ne s'efface pas, Henri. Elle ne fait que rouiller. » Son nom. Gaspard le connaissait. Ou pire, il avait écrit cela pour lui. Alors, l'un des verrous rouillés de son esprit céda. Devant ses yeux, ce ne fut plus le ciel gris de Paris, mais un souvenir refoulé de son enfance, le jardin du Luxembourg. Non pas bétonné comme aujourd'hui, mais verdoyant. Le soleil filtrant à travers les feuilles, Komorebi, réchauffant son visage. La voix de sa mère, et les cygnes blancs glissant sur l'étang, happant les miettes de pain. Henri bondit de sa chaise. Il suffoquait. La douleur dans sa poitrine était réelle. En cherchant une preuve matérielle, il avait trouvé bien plus dangereux, son humanité. Ce carnet n'était pas un plan de révolution. C'était une guerre silencieuse menée par l'âme humaine contre l'empire du métal. Et Henri comprit, pour la première fois, avec une clarté terrifiante, qu'il se trouvait du mauvais côté. La lampe à gaz vacilla. Les tic-tac de l'horloge géante résonnaient désormais comme des accusations, en retard. En retard. Henri glissa le carnet dans sa veste, à côté de la plume. Il ne cachait plus seulement un objet, mais un souvenir, un jardin, une chaleur. Son monde rationnel se fissurait sous le poids de cette feuille morte. Il s'approcha de la fenêtre. En bas, la Seine coulait entre les veines de fer de la ville. Elle ne lui apparaissait plus comme un simple canal de déchets, mais comme un cimetière dont il connaissait désormais les secrets enfouis.
et il savait qu'il devait l'exhumer. Chapitre 6 lieu, l'Académie des sciences de l'Empire, section des archives secrètes, quai de Conti. Temps, le lendemain matin, 9h15. Henri gravissait les marches de marbre de l'imposant bâtiment du quai de Conti, le froid gris du matin encore accroché à son manteau. Ici se trouvait le cerveau de l'Empire. Le temple du rationalisme. Dans les couloirs au plafond vertigineux, le seul bruit était celui, sec et autoritaire, de ses talons vernis. Sur les murs, les bustes des grands architectes, de Descartes à Napoléon, le fixaient de leurs yeux de pierre. Henri n'était pas venu chercher une vérité, mais confirmer un mensonge. Son propre mensonge. Son scénario était simple. La plume aperçue la veille et les dessins de Gaspard appartenaient à un spécimen échappé d'un projet secret de sélection biologique de l'Académie. Le signe n'était qu'une erreur de laboratoire. Rien de naturel. S'il le prouvait, la douceur ressentie, le souvenir d'enfance, le doute terrible s'effacerait. L'ordre serait rétabli. Inspecteur en chef Valois, dit l'archiviste. Sa peau avait la pâleur du parchemin, son odeur celle de l'encre. Ses yeux derrière les lunettes ne semblaient pas regarder un être vivant, mais une donnée. Votre autorisation est limitée au niveau 1. Les archives biologiques relèvent de la sécurité impériale. Henri posa sur le comptoir son mandat spécial du ministère de l'Intérieur, scellé de cire rouge, comme une lame de guillotine. Ce n'est pas une enquête criminelle, mais une enquête pour trahison, mentit-il. La mort de Gaspard est liée à l'un de vos projets. Ouvrez. Le fonctionnaire hésita, déglutit, puis ouvrit la lourde porte de fer. À l'intérieur, l'air piquait la gorge, fort molle et poussière. Henri s'avança entre les rayonnages métalliques qui semblaient s'étendre à l'infini. Il passa devant la section « Faune et flore avant 1850 ». Un cimetière de registres d'espèces disparues. Il accéléra. Il cherchait la section « Biologie expérimentale ». Enfin, tout au fond, il trouva un meuble noir marqué « Projet, tamisage ». Ses mains tremblaient en fouillant les dossiers. Il espérait un rapport sur un signe mécanique, une créature génétiquement altérée. Mais ce qu'il découvrit était le secret le plus effroyable de ce monde de vapeur. Dossier numéro 17B. Date, 1875. Sujet, le siège de Londres et la productivité de la biosphère continentale. À mesure qu'il lisait, Henri sentit la bile lui remonter. Le rapport décrivait comment le gaz phosphorescent, utilisé lors de la conquête d'Angleterre, n'avait pas seulement tué des soldats ennemis, mais avait irrémédiablement empoisonné la végétation et les eaux des deux rives de la Manche. Mais l'horreur véritable se trouvait dans la section « Proposition de solution ». Le Conseil impérial avait décidé non pas de purifier la nature, mais de l'anéantir totalement. Les arbres abattus, les fleuves enfermés dans des canaux de béton, les animaux exterminés. Pourquoi? Parce que, un monde mort est un monde plus facile à gouverner. En bas du rapport, une note manuscrite du ministre des Sciences de l'époque, la nature est chaos. La machine est ordre. Nous avons tué le chaos. Vive l'Empire. Henri suffoqua. Sa vue se brouilla. Il dut s'effondrer sur une chaise. Le signe? Ce n'était pas une fuite de laboratoire. C'était un miracle. Dans ce cimetière de béton et d'acier, dans cette chambre à gaz, il avait survécu. Résistant. Vivant. Et l'Empire, celui auquel Henri avait consacré sa vie, dont il portait l'insigne, dont il protégeait les lois, était le bourreau de ce signe. En cherchant des coupables, Henri découvrait que le plus grand criminel était le visage dans son miroir. Il n'était pas le gardien de la civilisation, mais celui d'une morgue gigantesque. Un bruit surgit derrière les rayonnages. Mécanique, régulier. Henri sursauta. Il serra le dossier contre lui. Ce n'était pas l'archiviste. C'était le capitaine Renard, responsable de la sécurité de l'Académie, moitié de son visage recouvert d'une plaque métallique, un bras de fer animé par la vapeur. Certaines portes doivent rester fermées, inspecteur, dit Renard, sa voix métallique. Il pointait vers Henri un lourd pistolet plaqué de laiton. Gaspard était trop curieux. Voilà pourquoi il a voulu voler. Henri sentit le poids du dossier. Ce n'était plus du papier, mais l'expiation de son âme.
Gaspard n'a pas volé, dit-il calmement. Il n'avait plus peur, son monde s'était déjà effondré. Vous l'avez poussé. Parce qu'il était une plume coincée dans vos engrenages. Renard sourit, sa mâchoire métallique grinça. Nous protégeons l'ordre, Valois. As-tu trouvé l'oiseau? Il n'y a pas d'oiseau, répondit Henri en dissimulant le carnet de Gaspard et le dossier dans sa veste. Seulement des hallucinations. Alors il faudra brûler ces hallucinations, dit Renard en pressant la détente. La balle frappa le rayonnage à côté d'Henri, projetant des étincelles. Henri se jeta de côté, dans le labyrinthe des archives. Entre les dossiers poussiéreux et l'histoire morte, une chasse s'engagea. Mais cette fois, Henri ne fuyait pas. Il portait la vérité. Et la vérité était l'arme la plus dangereuse de ce bâtiment. Dehors, le ciel gris de Paris s'assombrissait encore, saturé de fumée. Mais Henri savait désormais qu'il ne pourrait plus jamais respirer dans cet air. Chapitre 7 lieu, l'île aux cygnes, au milieu de la Seine, sous le pont de Grenelle. Aujourd'hui, site de collecte des déchets industriels. Temps, même jour, crépuscule, l'heure bleue, 18h. Henri, fuyant les archives de l'Académie, descendit vers les rives de la Seine. Sur Paris s'était abattue l'heure bleue. Mais ce n'était pas ce bleu paisible que les impressionnistes avaient fixé sur leur toile, c'était une teinte étouffante, violacée, née des fumées de charbon, des déchets chimiques et des vapeurs toxiques du fleuve. Il sortit de sa poche son insigne d'inspecteur et le jeta dans l'eau. Le faible plop métallique fut aussitôt englouti par le vacarme de la ville. Il n'était plus un homme de loi, seulement un témoin, peut-être un complice. Le dernier dessin du carnet de Gaspard l'avait conduit ici, sur cette île aux cygnes dont le nom seul conservait une élégance disparue. Jadis promenade des Parisiens, l'île n'était plus qu'un amas de boue où s'accumulaient les scories et les huiles rejetées par les usines. Henri s'avança, s'enfonçant dans la vase, vers les piliers massifs et rouillés du pont de Grenelle. Ici, le fleuve ne coulait plus, il haletait, noir et visqueux, comme le souffle mourant d'un animal épuisé. L'air avait un goût métallique et amer, mêlé d'ammoniac et d'algues pourries. Et là, dans un recoin formé par la fonte du pont, parmi les débris et les déchets, une tache blanche apparut. C'était elle, erreur, de Gaspard. Elle, impossible, de l'Empire. Henri s'approcha. Le cygne était prisonnier des roseaux souillés de pétrole et de goudron. Son long cou, jadis majestueux, se tordait sous le poids des câbles de cuivre et des détritus. Ses plumes blanches étaient engluées, collées par l'huile noire du fleuve. Henri tomba à genoux. Il ne se soucia pas de son pantalon souillé. Il tendit la main. L'animal était trop faible pour réagir. Il leva seulement ses yeux sombres vers Henri. Pas de peur dans ce regard, mais une fatigue infinie, une accusation muette. « Pardonne-moi, » murmura Henri. Sa voix tremblait. Lui qui avait interrogé des milliers de criminels, pris des décisions implacables, n'avait jamais ressenti une telle humiliation que devant ce simple oiseau. Il ôta son gant et toucha les plumes souillées. Il y avait de la chaleur. Un pouls. Faible. La vie s'échappait de ce corps fragile comme le gaz d'une chaudière percée. Henri songea à le sauver. Le nettoyer, le cacher. Mais son esprit se souvenait du rapport lu à l'Académie, la survie des formes naturelles dans une atmosphère de vapeur et d'acier est biologiquement impossible. La vérité le frappa comme une gifle, il ne pouvait sauver le cygne. Non pas parce qu'il était blessé, mais parce qu'il était hors du temps. Il n'appartenait pas à ce monde, à cet âge, à cet empire de machines. Il était le fantôme d'un passé aboli, un anachronisme. Gaspard s'était jeté dans le vide parce qu'il savait que ce cygne ne survivrait pas. Il n'avait pas supporté de voir cette beauté se noyer lentement dans l'enfer industriel. Le cygne tenta de relever la tête, échoua. Son bec s'ouvrit, exhala un souffle muet, et son cou retomba dans la main d'Henri. Henri sentit le dernier battement du cœur sous ses doigts. Puis plus rien. Alors, sur l'île aux cygnes, le silence fut absolu. Comme si la ville, les usines, les sifflets de vapeur s'étaient tus pour respecter ce poids. Henri, seul, tenait dans ses bras un cygne mort, au centre du plus grand empire du monde. Ce n'était pas une victoire. C'était un meurtre. Et Henri en était le porteur. Il sortit de sa poche la plume blanche, intacte,
trouvée au début. Il la posa sur l'aile souillée de l'oiseau. Le pur et l'impur se rejoignirent. L'idéal et la réalité se confondirent. C'est fini, dit Henri. Mais ce n'était pas seulement la vie du cygne qui s'achevait. C'était aussi le grand mensonge qu'il avait appelé progrès, civilisation, ordre. Ce mensonge s'enfonçait avec lui dans la boue de la Seine. Il se releva. Son manteau ne lui semblait plus une armure, mais un linceul. Il se tourna vers la ville, vers la machine gigantesque. Ses yeux étaient secs. Ce qu'il portait désormais, les Français l'appelaient désillusion, une déception froide, sèche, définitive. Chapitre 8, la clôture philosophique lieu, tour de la Victoire, plateforme d'observation au sommet. Temps, même nuit, 23h59. Henri monta dans la cage métallique de l'ascenseur, accompagné du grincement des engrenages. Cette ascension n'était pas une élévation vers le ciel, mais l'impression d'être régurgité par la gorge d'une machine. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent dans un bruit de guillotine. À 300 mètres de hauteur, le vent était impitoyable. Henri s'avança vers la rambarde où Gaspard s'était tenu avant de se jeter dans le vide. En bas, Paris n'était pas une mer de lumière, mais un gigantesque four incandescent. Les fumées oranges et grises des cheminées recouvraient la ville comme une couverture. Les silhouettes du Louvre et de Notre-Dame apparaissaient à peine, fantômes de pierre dans la brume industrielle. Henri sortit de sa poche le carnet de cuir de Gaspard. Les pages s'agitaient dans le vent, les arbres, les fleurs et le cygne dessiné au fusain semblaient vouloir s'échapper du papier. Ce carnet était désormais son élixir. Mais cet élixir ne lui apporterait pas le bonheur, seulement la malédiction d'être le seul à voir dans ce monde de métal. Comme le rappelle Vogler, le héros revient parfois avec une connaissance transformante, mais cette connaissance l'exclut de son ancien monde. Il baissa les yeux vers la Seine. Le fleuve ressemblait à une cicatrice noire traversant la ville. C'est là, dans cette boue, qu'il avait enseveli la seule preuve, la seule beauté. Il sortit de sa poche la dernière chose qui lui restait, la plume intacte, trouvée sur le corps de Gaspard. Elle tremblait entre ses doigts, prête à s'envoler. Son esprit rationnel aurait pu calculer les lois de l'aérodynamique, la vitesse de chute. Mais il ne calculait plus. Il ressentait. « Je sais désormais, dit-il dans le vide, sa voix perdue dans le souffle du vent. Nous pensions avoir gagné la victoire, mais nous n'avons fait qu'élargir notre cage. » Il ouvrit la main. La plume blanche fut emportée par le courant violent. Un instant, elle brilla comme un éclat de lumière dans l'obscurité étouffante de Paris. Mais bientôt, un nuage de suie venu des usines l'engloutit. En un battement de paupières, elle s'assombrit, s'alourdit, et disparut dans l'infini gris mécanique. La pureté de la nature n'avait pas résisté une seconde au souffle de l'Empire. Henri se détourna. Il ne prit pas l'ascenseur. Il choisit l'escalier. Des milliers de marches l'attendaient. Et à chaque marche, il devrait vivre avec le fantôme du cygne et la mémoire de Gaspard. C'était une peine plus lourde que la mort. Conformément aux règles de l'écriture visuelle de Trottier, la caméra s'éloigne du visage d'Henri, se fixe sur les engrenages géants tournant au sommet de la tour, puis sur la fumée grise qui engloutit toute l'Europe. Sur l'écran apparaît la dernière phrase, une question rhétorique, une civilisation qui a vendu son âme pour conquérir le monde, que peut-elle sacrifier pour la reprendre ?